Bonjour à tous et à toutes. Donc, je voudrais d'abord remercier Normand Deville qui a brillamment animé cette première session, ainsi que les anciens premiers ministres Theresa May et Manuel Valls. Donc, je vais revenir tout de suite sur l'introduction au premier panel de cet après-midi, en vous disant tout d'abord évidemment que le djihadisme, c'est un défi, un double défi à la fois intellectuel et sociétal, tout autant qu'un défi sécuritaire. Il existe, on l'a vu avec cette session, un chemin de crête pour appréhender le phénomène sans tomber dans les deux écueils que sont le déni ou l'outrance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité le concours des meilleurs experts du sujet et avons identifié pour ce troisième volet, pour ce troisième programme, troisième sommet européen, deux principaux thèmes. Le premier, c'est donc l'évaluation des politiques publiques européennes en matière de déradicalisation. Et le second, c'est la question finalement du djihadisme 2.0 et de la radicalisation en ligne. Et pour en venir à ce premier panel que j'ai l'honneur d'introduire, j'ai sollicité des experts français, allemands, belges et émiriens à qui nous avons demandé de nous aider à mieux comprendre les mécanismes de la radicalisation islamiste afin d'évaluer, au moins provisoirement, l'efficacité des politiques publiques consacrées à ce phénomène. Il existe de ce point de vue un flottement conceptuel qui ne relève pas seulement d'une querelle sémantique picrocolline. On parle d'ailleurs à ce sujet de moins en moins de déradicalisation et de plus en plus de désengagement, ce qui n'est à mon avis pas du tout anodin. Et pour être plus précis, le désengagement correspond à un objectif de renoncement à la violence, tandis que la déradicalisation impliquerait quant à elle une modification des convictions et de la façon de penser des radicalisés. La radicalisation, elle est définie, et les experts reviendront évidemment sur ces mécanismes, comme un processus qui conduit un individu à rompre avec la société dans laquelle il vit pour se tourner vers une idéologie violente, en l'occurrence le djihadisme. Et donc la déradicalisation, elle viserait quant à elle à défaire ce processus de radicalisation et à encourager la réintégration des individus concernés dans la société. Dans d'autres contextes, on emploie d'ailleurs le terme de réhabilitation. Bref, l'ensemble des mesures de prévention et de déradicalisation est souvent désigné par le terme de contre-radicalisation. On voit bien qu'il existe en effet un flottement conceptuel dont Marc parle d'ailleurs dans son dernier livre. Et il n'y a pas de consensus scientifique sur les causes et les modalités du phénomène. Nous verrons, alors, de ce point de vue, s'il existe ou pas une approche française, belge, allemande ou encore émirienne de la déradicalisation ou du désengagement. Nous nous demanderons notamment s'il n'existe pas en la matière un déphasage entre la réalité du phénomène djihadiste et sa perception par les pouvoirs publics, et bien sûr, quel provisoire peut-on tirer de ces programmes de désengagement. Enfin, un dernier mot sur l'actualité du djihadisme, puisqu'il semble que nous assistions à une double reconfiguration. Le djihadisme se déplace géographiquement du Levant vers l'Europe et bascule massivement, au moins depuis 2014, sur le web où il se décentralise et se globalise en investissant de nouvelles plateformes et des réseaux cryptés. Donc nous reviendrons aussi sur les mesures d'interdiction et de régulation qui ont été mises en place pour contrer ce surinvestissement dans le cyberespace, dans le second panel par les djihadistes. Donc la question du contre-discours et la lutte contre la propagande en ligne sera donc posée. Je ne peux conclure donc ces très brèves remarques introductives sans remercier nos partenaires de l'Institut Montaigne, bien sûr, mais aussi de la Fondation Hans Seidel. Un grand merci également à Marc Ecker, qui a reçu le prix du livre géopolitique hier, si je ne m'abuse, pour la guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. Un grand merci également à Laurence Midner, qui fut d'une aide précieuse, et à Hugo Micheron. Et je donne sans plus tarder la parole à l'excellent Gauthier Rybinski, qui est éditorialiste et chroniqueur de politique internationale à France 24. Mon cher Gauthier, la parole est à vous. L'interprète n'entend pas Gauthier Rybinski. Le micro est éteint. Est-ce que ça va mieux comme ça? Voilà, parfait. Oui, bon. Alors, je reprends rapidement. Donc, pour qu'on ait un maximum de temps pour
pour nos intervenants. Je vais les présenter. Je voulais simplement glisser tout doucement par rapport à ce que vient de dire David Khalfa sur une question qui pourrait être finalement une partie de ce que David vient de décrire, mais qui pourrait être une bonne introduction. Si l'on constate une sorte de glissement entre la déradicalisation et le désengagement, est-ce que ça ne se traduit pas, et la question sera posée à nos intervenants à propos de leur pays respectifs, est-ce que ça ne se traduit pas par, au fond, une délégation, par mauvaise conscience peut-être de nos gouvernants, européens ou autres, une délégation à des autorités musulmanes de la question du désengagement? Autrement dit, on aurait peut-être renoncé à finalement déradicaliser en se contentant d'un désengagement que contrôlerait finalement par voie politique, par expression politique, un certain nombre d'autorités musulmanes, qu'elles soient ou non partie prenante finalement d'un ordre ou d'une instance ordinale à l'intérieur des pays, que ce soit par exemple en France le Conseil du culte musulman ou d'autres. Je signale cela avant de présenter et ensuite on reviendra donc sur les questions à la fois qu'a posé David Khalfa et la manière dont on peut les aborder à travers cette petite hypothèse que je viens d'émettre. Alors, donc on a parlé bien évidemment de Marc Hecker, qui est le directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI et rédacteur en chef de la revue politique étrangère. Et David a fait allusion à l'ouvrage qui vient d'être primé, c'est-à-dire David Hecker, qui est l'auteur de La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. Nous avons également avec nous Sophia Kohler d'Allemagne, qui est chargée du DGAP, c'est-à-dire le Conseil allemand pour la politique extérieure, et qui est chercheuse en contre-islamisme, c'est-à-dire en combat, en recherche contre l'islamisme, chercheuse aussi au programme sécurité, donc du Conseil dont je viens de parler. Nous avons également le docteur Ali Noaimi des Émirats arabes unis, qui est directeur exécutif d'EDAIA, président de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur du Conseil des Émirats arabes unis. Ensuite, Thomas Renard, Belgique, qui travaille à la Fondation Egmont, à l'Institut Egmont plutôt, spécialiste du contre-terrorisme et de la radicalisation. Et enfin, Hugo Micheron de France, chercheur postdoctoral à l'Institut d'études transrégionales de l'Université de Princeton, auteur de Djihadisme français, quartier, Syrie, prison. Si vous le voulez bien, donc on va commencer par, je pense qu'on va dans l'ordre que j'ai indiqué, donc par Marc Hecker, sur donc, les questions qui ont été posées par David Khalfa, et en essayant de voir si ma petite hypothèse peut se vérifier dans ce cadre-là. Marc Hecker, c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais peut-être rebondir tout de suite sur votre petite hypothèse. Je pense qu'elle ne se vérifie pas. À mon avis, en fait, le désengagement, la différence entre désengagement et déradicalisation, c'est qu'en fait, le désengagement peut plus facilement se contrôler que la déradicalisation, parce que la déradicalisation se passe dans les esprits. Il s'agit de vérifier si une personne a changé de vision du monde et c'est très difficile à contrôler. Et ça laisse la place à ce qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire le fait de masquer ce que l'on pense réellement. Le désengagement, c'est quelque chose de plus objectif, c'est vérifier qu'une personne n'est plus en lien avec un groupe radical et va dans le sens d'un respect de la loi. Et effectivement, en abandonnant le recours à la violence. Et en fait, les personnes ou les institutions qui effectuent ce contrôle, ce ne sont pas des institutions religieuses, ce sont vraiment les institutions étatiques. Les ministères de la Justice quand les personnes sont par exemple sous contrôle judiciaire, ou le ministère de l'Intérieur quand on est sur une logique de contrôle par les services de renseignement ou de surveillance administrative. Ça peut aussi être un accompagnement par des programmes privés sous contrat avec l'État. Et dans ce cas-là, ça va être des travailleurs sociaux, des psychologues ou effectivement des spécialistes du fait religieux qui, pour le coup, peuvent être éventuellement des islamologues ou des aumôniers qui vont essayer de contrôler ce désengagement. Une grande majorité, donc on n'est pas sur des acteurs religieux, mais plutôt sur des acteurs étatiques et étatiques des pays occidentaux. J'aimerais rappeler très brièvement 3 points parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier, c'est que, pour reprendre le titre
de cette table ronde, il n'y a pas de politique européenne en matière de déradicalisation. Ce qu'il y a, ce sont des expériences différentes selon les États membres de l'Union européenne. En revanche, ce qui existe au niveau européen, c'est un réseau financé par la Commission européenne, le Radicalization Awareness Network, qui regroupe quelques milliers de praticiens et de chercheurs. Et c'est un réseau qui permet de partager des bonnes pratiques entre États, mais ensuite les États sont libres ou non d'appliquer ces mesures. Et en l'occurrence, ce sont souvent des acteurs privés, comme je le disais, qui sont sous contrat avec les États, qui adoptent ces méthodes de désengagement. Le deuxième point que j'aimerais rapidement évoquer, c'est que du côté français, du coup, notre pays s'est engagé relativement tardivement dans la voie de la prévention de la radicalisation et de la déradicalisation ou du désengagement. Les premières mesures dans ce sens sont apparues en 2013-2014 avec des premières expériences qui n'étaient pas du tout concluantes. Il y a eu des échecs cinglants, des cas même qui se sont terminés devant les tribunaux pour détournement de fonds publics. Et il a fallu du temps pour que les pratiques se stabilisent et pour que les autorités étatiques trouvent des partenaires sérieux. J'en viens donc à mon troisième et dernier point, qui est que depuis 2016, les pratiques en matière de désengagement se sont stabilisées en France. Et je parle là en particulier du désengagement en milieu ouvert, notamment pour les individus sortant de prison, avec deux programmes, l'un qui s'appelait RIVE de 2016 à 2018 et l'autre qui s'appelle PAIR de 2018 jusqu'à aujourd'hui, qui sont donc dédiés aux djihadistes, notamment sortant de prison, et qui comporte trois volets, un volet social, un volet psychologique, un volet idéologique, et qui jusqu'à présent donne des résultats plutôt encourageants, mais qui demeurent fragiles. Et évidemment, il y a aussi un biais de sélection, puisque ce ne sont pas les individus du plus haut du spectre qui sont orientés vers ces programmes. La plupart des individus dits de haut de spectre étant d'ailleurs toujours en prison, mais allant sortir prochainement. Donc, de manière très concrète, sur les dizaines d'individus qui ont suivi ces deux programmes donc depuis 2016, il n'y a eu aucun cas de récidive terroriste en bonne et due forme, c'est-à-dire des individus déjà condamnés pour terrorisme qui perpétreraient à nouveau un attentat et seraient à nouveau condamnés pour ces faits. Voilà, pour le moment, il y a eu un cas de terroriste relâché suivi dans le cadre de ces programmes qui est retourné en prison, mais c'était pour des faits de droit commun, en l'occurrence de trafic de drogue. Donc, ces résultats sont encourageants, mais comme je le disais, ils demeurent fragiles et il faudra examiner ces résultats à nouveau d'ici quelques années pour voir si ces signes encourageants se confirment ou pas. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci, Monsieur Ricard. Nous allons passer la parole maintenant à Sofia Kolla. C'est à vous. Bonjour à tous and good afternoon from Berlin. As a good pupil from Germany, of course, I have. Comme un bon élève allemand, j'ai préparé une petite présentation pour la suivre. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, on va voir si les diapos apparaissent ou pas. Donc, je suis très heureuse d'avoir déjà discuté de cette différence entre déradicalisation et désengagement, parce que ça aurait été le premier point à soulever, à faire cette distinction très importante, et aussi à répondre à la question d'abandonner les efforts de déradicalisation. Il faut se souvenir qu'on ne peut pas contrôler les esprits des citoyens. Et ce n'est pas la responsabilité de l'État. Nous n'avons pas à dire ce que les autres doivent penser. On ne peut pas regarder à l'intérieur de leur cerveau, mais nous assurer qu'ils ne sont pas violents et qu'ils n'agissent pas violemment pour défendre ces idées. C'est ma première contribution. Et plus spécifiquement, je dirige un projet. Je ne dirige pas le DGP directement, mais je dirige un des projets du DGP. Et je vais essayer d'avoir une vision plus large de ce que fait l'Allemagne en termes de déradicalisation. Ce qui est utile, c'est de se souvenir de deux aspects. Le premier aspect, c'est l'Allemagne est un État fédéral. C'est-à-dire que le sujet dont on parle aujourd'hui, la sécurité nationale, l'éducation, mais aussi l'intégration, par exemple, et la prévention au sens large du terme, est la responsabilité des États, les Bundesländer, et non pas de l'Allemagne fédérale en tant que telle.
C'est pour ça qu'il faut se souvenir que chacun de ces États allemands, c'est l'Inde, a sa propre approche en fonction de leurs défis, de leur approche, de leur expérience. Second aspect, c'est qu'on a entendu dire par Marc, et comme d'autres pays comme la France, malheureusement, nous avons eu cette expérience d'autres formes d'extrémisme depuis des décennies. Donc, nous avons, disons, la société civile a dû se colter avec l'extrémisme de gauche, mais aussi avec l'extrémisme de droite. Maintenant, le défi de l'extrémisme islamique jouit en quelque sorte de l'expérience acquise avec ces deux-là. C'est pour ça qu'il est très important de garder à l'esprit qu'en Allemagne, il y a tellement de projets locaux qui s'occupent de cet engagement, de ce désengagement, du point de vue de la société, mais aussi du secteur public, peut-être un des avantages, dépendant de ce qui se passe sur le terrain, des dynamiques locales. Ces projets ont construit leur expérience localement avec des acteurs locaux, des communautés locales, pour aider ces personnes à être intégrées dans la société. L'autre aspect, c'est que le rôle important de la société civile vient avec le soutien de l'État. Mais l'indépendance aussi de cet État, être indépendant de l'État, c'est un avantage aussi en même temps. Bien sûr, il y a un manque de coordination dans ce travail, dans l'Allemagne en tant que telle, mais le pendant, c'est cette indépendance. L'Allemagne a mis l'accent au cours des dernières années, faire plus d'efforts, de suivre et d'évaluer ce que nous faisons en cours de travail et d'essayer le premier résultat que l'on a de ces projets, de ces programmes, c'est que oui, il y a des résultats positifs. Ce que les opérationnels nous rapportent du terrain, c'est que oui, ils réussissent à aider les gens à sortir des structures extrémistes et des idéologies extrémistes. Mais la question demeure, qu'est-ce qu'une réussite? Parce que la personne n'attaque pas maintenant, peut-être qu'elle attaquera dans 10 ans. C'est pour ça que je pense qu'il est important de garder à l'esprit qu'évaluer l'efficacité et l'impact de ce travail de désengagement est extrêmement difficile et nous ne faisons que commencer ce travail. Je crois que mes diapos sont à l'écran. Alors, la gestion des cas. Je ne peux pas voir les diapos, mais peut-être que vous allez voir quelque chose sur votre écran. Donc, pardonnez-moi si les diapos ne sont pas synchronisés avec mes mots. Alors, ce que je recommande d'un point de vue européen aussi, la gestion des cas de désengagement a tellement d'acteurs qu'il ne s'agit pas simplement des acteurs de la justice, mais aussi des services de sécurité et aussi les travailleurs sociaux et les éducateurs. Ces acteurs ne sont pas toujours très expérimentés dans un travail avec des extrémistes, avec des gens qui reviennent de Syrie, par exemple. Donc, une meilleure organisation et un meilleur échange de connaissances serait utile pour ces acteurs qui travaillent jour après jour avec ces extrémistes ou ceux qui travaillent de façon occasionnelle. Theresa May et Manuel Valls l'ont mentionné dans leurs paroles, ça prend du temps. C'est un effort à long terme dont on parle. Je me pose la question, est-ce qu'on est d'accord, même au plus haut niveau, qu'il s'agit d'un processus à long terme? Oui, parce que ce processus prend beaucoup de temps. Alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas de budget en Allemagne et dans les autres pays pour arriver à ce but à long terme? Il ne s'agit pas de faire des budgets à 1 an ou à 2 ans, mais d'avoir des services de soutien pour aider les gens à se déradicaliser. Ce n'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Et donc, je le dis clairement, et je serai heureuse d'en discuter par la suite. Merci, Sophie Ercola. Passons la parole maintenant au docteur Ali
Al-Nouaimi des Émirats arabes unis. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai une approche différente. Tout d'abord, il faut faire la différence entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que idéologie utilisée par ces radicaux. C'est en Europe. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'une approche mondiale, un effort mondial pour contrer cela. Si on n'arrive pas à contrer l'extrémisme dans notre région, nous ne pourrons pas le faire en Europe. Vous savez, c'est dans le monde entier, ces organisations ne croient pas aux frontières, ne respectent pas les lois de quelque pays que ce soit. Donc, ce dont vous souffrez en Europe, c'est parce que nous en souffrons aussi dans notre région. Nous avons besoin d'un effort collectif, tout d'abord. Deuxièmement, il faut comprendre les esprits de ces extrémistes, principalement lorsque leur esprit, leur système de pensée est fondé sur une idéologie que le bien, c'est la religion. Ils ne respectent pas les lois. Quoi que ce soit que vous allez leur dire au service de la société ou quel que soit le service que vous allez leur rendre et le niveau de vie que vous allez leur rendre, ça ne sert à rien parce qu'à leurs yeux, vous êtes des ennemis. Je crois que l'Europe a échoué à contrer l'extrémisme parce que chaque pays n'a pas de plan national pour le faire, parce que n'ont pas de volonté politique pour le faire. J'ai travaillé avec beaucoup de gouvernements européens depuis 2012. Ce que j'ai vu, ils ne font pas la différence entre la liberté de parole et la liberté de haine et d'extrémisme, ce qui est finalement la liberté de tuer. Beaucoup de mes amis européens ne veulent pas admettre que dans beaucoup de villes ou certaines parties de villes en Europe, la deuxième langue, c'est la langue locale. Eh bien, la première langue dans beaucoup de parties françaises, c'est la deuxième langue, le français. Et c'est parce que, même chose en Allemagne, parce qu'il n'y a pas de plan national pour l'intégration des musulmans dans leur communauté. Il doit y avoir un plan avec un narratif qui pourra conquérir les esprits des musulmans en Europe. Les musulmans en Europe ont un problème d'identité. Ils ne se sentent pas européens. Parfois, certains d'entre eux se sentent négligés. Ce que je pense nécessaire, on n'a pas besoin qu'un politicien vienne parler pour contrer l'extrémisme, pour gagner des élections ou pour gagner les cœurs et les esprits de l'extrême droite. Non, on a besoin des politiciens pour qu'ils parlent, qu'ils se mettent en avant et qu'ils conquièrent les cœurs de la jeunesse, des femmes au sein des communautés musulmanes qui sont leurs concitoyens. Donc c'est une priorité à mes yeux. Il faut le voir comme une menace à nous tous. Je vais vous donner un exemple. Un Européen. Quand il y a une menace qui vient, par exemple, ils comprennent qu'il y a des menaces quand ça vient de l'extérieur, mais ils ne voient pas que c'est une menace contre nous aussi. Par exemple, les accords d'Abraham, il y a une nouvelle organisation. Et ces gens-là luttent contre la normalisation avec l'État d'Israël. Bon, ils ont le droit de s'exprimer, mais de promouvoir la haine, non, ils n'ont pas le droit de promouvoir la haine. Il y a 15 jours, on a eu à Dubaï une exposition sur la Shoah. Et depuis ce jour-là, ils nous attaquent. Et le narratif qu'ils utilisent, c'était la promotion de la haine, encourager et dire que nous ne sommes pas des musulmans parce que nous avons cette exposition sur la Shoah. Donc, je pense qu'en Europe, ce dont vous avez besoin, c'est d'une volonté politique, d'avoir un plan fondé sur la prévention
Pensez à la déradicalisation. Regardez ce qui se passe dans les mosquées, dans les centres musulmans. Tous les jours, en Europe, vous ne contrôlez pas ce narratif. Je comprends que, bien sûr, il y a la liberté de parole, mais si vous rendez compte de ce qui se passe là-bas, il sera trop tard. Si vous pensez que c'est une priorité pour votre sécurité nationale de déradicaliser des centaines ou des milliers, ce qui se produit dans vos écoles, dans vos centres islamiques, dans vos mosquées, eh bien, il y a le prêche de la haine et de l'extrémisme. Vous devez avoir un plan pour contrer cela. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Passons à Thomas Renard. Thomas Renard, c'est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des organisateurs pour l'invitation et je saisis aussi l'opportunité pour féliciter mon copanéliste Marc Ecker pour son prestigieux prix obtenu hier et qui est largement mérité pour son ouvrage. Je voudrais présenter l'approche belge et la présenter point essentiellement. Alors la première chose, et là je vais faire écho à ce qui a déjà été dit, c'est qu'on ne parle pas, ou on ne parle plus en tout cas en Belgique, de déradicalisation, mais plutôt de prévention ou de lutte contre la radicalisation, contre les extrémismes, ou encore de prise en charge des radicalismes, de désengagement, de réhabilitation, de réintégration. Il y a toute une panoplie de termes qui sont utilisés, sauf la déradicalisation. Et ces éléments sémantiques, et là à nouveau je fais écho à ce qui a déjà été dit, ne sont pas anodins, puisqu'ils reflètent une réelle évolution à la fois de la pensée, à la fois de la pratique dans ce domaine, puisque par exemple en 2015, quand le ministère de la Justice publie son plan de lutte contre la radicalisation en prison, ce plan parle à ce moment-là de déradicalisation, mais très rapidement, lors de la mise en œuvre de ce plan, le terme déradicalisation est abandonné sur base de la pratique, sur base de l'expérience en faveur du terme et de l'approche de désengagement. La deuxième chose, c'est que ce champ spécifique de prévention, de prise en charge, est très récent en Belgique, comme en France, comme l'a dit Marc, comme dans la plupart des pays européens. Il y a quelques exceptions, notamment le Royaume-Uni, notamment le Danemark et les Pays-Bas, en fait. Même si en Belgique, on a construit ce champ sur base de pratiques et d'approches préexistantes, à la fois en Belgique, notamment en termes de prévention en matière d'usage des drogues, par exemple, en matière de police de proximité, toute une série de choses qu'on avait développées dans les années 90 et au début des années 2000. Oui, avec les années 90, voilà, j'apporte un petit peu d'exotisme dans votre séminaire. Et aussi, évidemment, en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs en Europe, notamment, comme je l'ai dit, au Royaume-Uni, au Danemark, aux Pays-Bas. Alors, les premiers éléments de ces programmes de désengagement donc, apparaissent à partir de 2013, essentiellement, à l'échelon local. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit très fort dans un ancrage local avec nos communes, nos municipalités qui sont confrontées au premier départ pour la Syrie, c'est le cas à Bruxelles notamment, et qui dès lors ressent le besoin de mettre en œuvre un certain nombre d'outils, de nouvelles approches pour faire face à cette problématique-là, en l'absence quelque part d'un soutien de l'État fédéral, même si tout s'est développé de manière beaucoup plus structurée, de manière beaucoup plus structurelle, à partir de 2014-2015, suite notamment à l'attentat de Mehdi Nemmouche contre le musée juif à Bruxelles de mai 2014, et puis suite aussi au démantèlement d'une cellule terroriste à Verviers en janvier 2015 qui planifiait un attentat. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé en Belgique, très concrètement, c'est qu'on a élargi le champ classique, je dirais le champ traditionnel de l'antiterrorisme. On travaille beaucoup plus en amont, notamment avec le travail de prévention, essentiellement à l'échelon local. Et puis on travaille aussi beaucoup plus en aval de l'approche classique de l'antiterrorisme, notamment avec une offre de programmes donc, de désengagement en prison. Ça commence en prison, sur base volontaire. Des programmes éventuellement obligatoires durant la période probatoire conditionnelle des détenus sortant de prison. Et ensuite, encore d'autres types de programmes qui sont offerts, qui sont disponibles après la période de sursis ou après la période probatoire. Donc, on a mis en place en Belgique une approche qu'on appelle beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique,
et aussi beaucoup plus multi-institutionnelle de prise en charge des personnes concernées par la radicalisation, avec quelques pratiques très intéressantes, notamment les tables rondes multi-institutionnelles à l'échelon local, soit dans une logique et dans une configuration socio-préventive, soit dans une logique sécuritaire, donc avec différents types d'acteurs. Dans une logique sécuritaire, services de renseignement, police, parquet. Dans une logique socio-préventive, les acteurs justement de la police locale, de la prévention locale, éventuellement le tissu associatif, éducationnel, etc. Avec aussi des ponts entre ces différentes plateformes qui s'organisent. Et puis, on a mis aussi en place, et je ne vais pas citer tous ces outils, mais aussi une base de données commune qui est gérée par notre centre de fusion en matière de contre-terrorisme qui s'appelle l'OCAM, l'organe de coordination et d'analyse de la menace, et qui permet à l'information pertinente de mieux circuler entre les différents services concernés. Donc, on a vraiment développé tout un maillage qui permet de travailler en amont jusqu'en aval et qui permet aussi aux différents acteurs de se rencontrer, de partager l'information et finalement de développer la meilleure approche possible en matière soit de prévention, soit d'accompagnement et de désengagement. Et puis le troisième point que je voulais soulever et qui fera peut-être un petit peu écho à ce que Sophia Kohler a pu soulever, c'est que malgré la structure fédérale belge, qui peut être parfois complexe, disons-le, décriée, voire, la répartition des compétences et des responsabilités en Belgique est assez claire dans le domaine de l'antiterrorisme et de la lutte contre la radicalisation. L'État fédéral est en charge du sécuritaire, du judiciaire, avec très peu de services impliqués, ce qui facilite la coopération et la coordination, et ça c'est évidemment le privilège d'un petit pays. Et puis les entités fédérées, qu'on appelle les régions et les communautés, et les entités locales, les municipalités, sont en charge de la prévention et de l'accompagnement. Donc il y a quelque part une division des compétences et des responsabilités qui est assez claire en Belgique, même si, c'est vrai, il reste des zones de tension entre certains acteurs, entre certaines approches, entre certaines visions. On peut aussi critiquer la mise en place tardive de certaines choses, dont par exemple les programmes de désengagement en prison qui sont annoncés en 2015, qui commencent en 2016, qui vraiment trouvent le rythme de croisière à partir de 2017, au moment où un certain nombre d'individus revenus de Syrie notamment commencent déjà à sortir de prison. Donc c'est sûr qu'un certain nombre de critiques peuvent être émises, un certain point d'attention demeure, mais malgré cela, et là je rejoindrai un petit peu les évaluations de Marc et de Sophie et de Sophia, pardon, malgré les critiques récurrentes contre la Belgique, des programmes de désengagement et du développement de la politique de lutte contre la radicalisation de manière générale en Belgique est une évaluation plutôt positive dans l'ensemble, même si, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, même si, à nouveau, il va falloir d'abord continuer puisque c'est un effort de long terme. Et ensuite, évidemment qu'on a besoin d'encore un peu plus de recul pour pouvoir faire une évaluation complète, puisque c'est un sujet qui est encore en mouvement assez marqué et continu. Voilà, je vais m'arrêter ici et puis continuer la conversation après. Merci Thomas Renard. Passer la parole à Hugo Micheron. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment aux organisateurs de prévoir cet échange, je pense, extrêmement important sur ces sujets à la fois passionnants et d'importance énorme. Pour rebondir tout de suite sur un certain nombre de choses qui ont été évoquées, et notamment sur la nature expérimentale des travaux en cours en termes de désengagement, je tiens à souligner l'importance de bien comprendre la nature de la matière dont on parle. Le djihadisme n'est pas une matière comme les autres. C'est une matière qui est très peu malléable, qu'il est très difficile de manipuler, puisqu'on a souvent affaire à des individus qui sont idéologisés. Deuxièmement, on a affaire à une matière qui est très explosive. C'est-à-dire que si on la manipule mal et que des individus récidivent, les conséquences politiques et sécuritaires sont souvent désastreuses, bien plus importantes qu'une récidive ordinaire d'un droit commun, puisque on parle d'attentats terroristes qui souvent provoquent des coûts sécuritaires, des victimes humaines considérables, mais aussi un coût politique qui est extrêmement important pour les démocraties européennes, tant on voit que la dynamique de polarisation politique en cours en Europe autour des enjeux de djihadisme est importante. Ça, c'était des éléments qui me semblaient importants de mentionner
en guise d'introduction est de rappeler qu'on ne parle pas, en matière de djihadisme, en fait, d'accumulation de cas individuels. Or, c'est ce dont on parle quand on parle de désengagement. On parle de désengagement individuel. C'est un individu qui accepterait de refuser de l'usage de la violence comme méthode. Et donc, on se féliciterait individuellement de la sortie d'un individu, d'un désengagement de la violence. Or, pour moi, le djihadisme semble déjà être donc porté par des activistes qui fonctionnent en groupe, en collectif, et qui peuvent s'organiser à l'intérieur d'organisations terroristes, sur une logique qui est beaucoup plus large que simplement l'accumulation de cas individuels que cherche à cibler une approche en termes de désengagement. D'autre part, ces approches, là où elles me semblent, j'ai presque envie de dire philosophiquement problématiques, c'est qu'elles ignorent totalement ce que le docteur Ali El-Noaimi a évoqué, c'est-à-dire la dynamique propre des groupes djihadistes qui eux-mêmes suivent différents cycles. Et là-dessus, il me convient de rappeler que le djihadisme en 2015, au moment où Daesh est à son apogée organisationnel, n'est pas le même et ne peut pas se penser dans les mêmes termes que le djihadisme en 2021, au moment où Daesh a été détruit au Levant, et donc les réseaux opérationnels et logistiques ont été en grande partie cassés et ces activistes en grande partie emprisonnés ou tués. Il y a une différence de temporalité qui s'explique et qui est expliquée aussi par la logique même du djihadisme, et c'est celle-là qu'on a du mal à comprendre. Les activistes djihadistes que j'ai pu rencontrer, notamment dans les prisons françaises, 80 d'entre eux, sans parler de leur relais à l'extérieur, ont tous mentionné l'importance de bien comprendre la différence qu'ils font entre une phase d'activisme et une phase de repli ou une phase de force et une phase de faiblesse. Ces catégories de pensée djihadistes ont été construites sur la base de leur interprétation des textes de Sayyid Qutb, donc frère musulman radicalisé des années 50, et qui explique clairement que lorsqu'ils sont en phase de force, quand ils sont en capacité de passer à l'action, il faut s'affirmer, commettre des attentats, multiplier les attaques, bref, être extrêmement visible pour réussir à détruire ce qu'ils considéraient être le système ennemi. Dans le cas de l'Europe, typiquement, la démocratie européenne. Mais quand ils sont en phase de faiblesse, à l'inverse, ils feraient ce que certains intervenants ici appelleraient le désengagement, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il ne faut pas prendre les armes, qu'il faut se replier sous les radars, qu'il faut multiplier le combat idéologique, recomposer les forces idéologiquement en vue de recruter davantage de personnes pour préparer la prochaine phase de force. Et si on regarde l'histoire du djihadisme européen, il y a depuis les années 90 eu 3 grands cycles qui ont alterné entre phase de force et phase de faiblesse. Et à chaque fois, collectivement, nous avons plutôt compris ce qui se passait dans la phase de force, c'est-à-dire une sorte de poussée de fièvre djihadiste, mais on a très mal compris ce qui se passait en phase de faiblesse. Et c'est exactement l'erreur qu'on est en train de reproduire à l'heure actuelle et qui me semble être particulièrement problématique pour l'avenir politique et sécuritaire de l'Europe. C'est que si on regarde les années 90, il y a une première série d'attentats avec les premiers groupuscules djihadistes qui se sont institués en Europe. Ils ont commencé à s'activer à la fin des années 90. Ça a donné un certain nombre d'attentats en Europe, mais notamment le 11 septembre aussi, qui a été en grande partie organisé depuis des bases opérationnelles en Europe. Ensuite, il y a eu la destruction de ces réseaux en Europe. Il y a eu l'organisation d'un djihad en Irak très grave, dans lequel plusieurs centaines d'Européens ont participé. Finalement, cette expérience en Irak à la fin des années 2000 a été terminée. L'État islamique d'Irak a été détruit à la fin des années 2000 et un certain nombre de militants européens emprisonnés. Et puis, à la décennie 2010, il y a eu l'émergence de Daesh, auquel ont participé cette fois-ci des milliers d'Européens qui désormais sont de retour à la suite. Et c'est ça qu'on rate quand on parle de désengagement, puisque le désengagement, évidemment, est volontaire à partir du point où un certain nombre d'individus considèrent qu'ils ne sont plus en capacité de stabiliser le régime ONI, mais qu'ils préparent la suite. Et donc, évidemment, sur le cas individuel, il y aura des individus qui vont en sortir. Évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont se désengager, voire se déradicaliser. Mais ce qu'on rate, c'est ce qu'il se passe à l'échelle de plusieurs centaines d'individus qui, eux, changent leur forme de lutte, forment leur forme de lutte et préparent la suite. Et c'est ça qui m'amène à dire que pour une fois, il faudrait tirer un certain nombre de leçons
à commencer par s'intéresser sincèrement à ce que disent et font les activistes, puisqu'en plus, ils le disent souvent publiquement. Ils mettent souvent cela en ligne, et c'est là où je rejoindrai donc le docteur Ali El-Nouaimi sur la nécessité, à un moment donné, de penser les enjeux à l'échelle aussi bien globale que locale, et donc de s'intéresser à l'amont du phénomène, aux causes même du développement du djihadisme en Europe. On a évoqué les questions socio-économiques, les questions politiques, elles sont importantes. Je pense aussi qu'il faut s'intéresser à la question religieuse et notamment au développement depuis 20 ans en Europe du salafisme et d'une hybridation entre le salafisme et la tendance des frères musulmans qui crée la base idéologique qui permet aux djihadistes de s'étendre à de nouveaux individus, vers de nouveaux profils en Europe sur les 30 dernières années. Merci Hugo Micheron. Nous allons maintenant lancer une séquence qui va durer à peu près 10 minutes. Vous êtes 5, donc les consignes sont que vous puissiez répondre sur 2 minutes à peu près à une question que je me pose en vous écoutant et qui rejoint plusieurs de vos contributions. Si je me souviens bien de ce qu'a dit Madame Collard, je remarque qu'il y a évidemment, dans l'attitude d'un État de droit, l'interdiction qu'il se fait à lui-même d'être intrusif dans les pensées, les opinions de ses concitoyens. Il y a également ce qu'a dit le docteur Al-Nouaimi à propos de, finalement, cette incapacité de certaines sociétés européennes, je reprends ses propres mots, à conquérir les esprits et les cœurs. Et puis, il y a ce que vient de dire Hugo Micheron sur cette analyse des cycles du djihadisme que l'on peine parfois à identifier et à traiter. Alors, la question que je vous pose, elle est forcément et volontairement provocante, c'est est-ce que la puissance publique, qu'elle soit européenne ou autre, est-ce que la puissance publique a renoncé à travers ce terme de désengagement dont Hugo Micheron vient de montrer les limites, est-ce que la puissance publique a refusé à renoncer à conquérir précisément les esprits et les cœurs, pour reprendre la formule du docteur Al-Nouaimi? Alors, on va commencer peut-être comme tout à l'heure par Marc Eka. Oui, merci. J'aimerais réagir, si vous le voulez bien, à ce qu'a dit Hugo, parce que je pense que c'est très intéressant et ça mériterait un long échange, une longue discussion. Je pense qu'en fait, ce qui a été dit par Sophia, Thomas et ce qu'a dit Hugo n'est pas contradictoire. La question, c'est dans le fond une question de proportion, c'est-à-dire sur la masse d'individus radicalisés qu'il y a dans les pays occidentaux. Et si on prend la France, ça représente beaucoup de monde. On sait que dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, il y a 23 000 individus qui ont été fichés et à peu près 8 000 fiches qui sont considérées comme actives. La question, c'est combien il y en a qui sont des idéologues et qui sont capables de théoriser ce que vient de faire Hugo, à savoir la phase de force, la phase de faiblesse, la capacité à masquer ses intentions, et combien sont en fait, passez-moi l'expression, de la pied-de-taille, entre guillemets, des petits soldats. Et si je me souviens bien du livre d'Hugo que j'avais lu en 2020, sur les 80, il y avait 10 idéologues et 70 autres. Et pour le moment, les programmes de désengagement qu'on considère, effectivement, ils vont plutôt traiter les 70. Mais c'est déjà important de traiter ces 70. Ça permet ensuite se concentrer d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue peut-être aussi dans une logique de désengagement, mais qui sera beaucoup, beaucoup plus difficile, sur les 10 idéologues. Mais voilà, à mon avis, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire qu'il s'agit de considérer les différents niveaux. Le niveau stratégique, qui est cette théorisation phase de force, phase de faiblesse. Le niveau ensuite méso, qui peut être ce qui se passe à l'échelle d'un quartier, et ce qui est là encore très bien montré dans le livre d'Hugo, puisque les quartiers, c'est un des espaces identifiés. Et enfin, ce qu'il y a au niveau individuel. Et effectivement, les programmes tels qu'ils sont conçus aujourd'hui dans les pays occidentaux se concentrent sur des cas individuels. Beaucoup plus que sur l'idéologie en général. Ils sont conçus comme tels. D'ailleurs, dans le programme que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, le programme PAIR, le I veut dire individualisé, c'est de l'accompagnement individualisé. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire, mais c'est plutôt complémentaire et ça ne va pas forcément être les mêmes acteurs qui vont être impliqués dans la lutte. Je laisse la parole aux autres parce que sinon, ça va être trop long. Merci Marc Eka. Sophia Collard, c'est à vous. Yeah, thank you. I will return to English. Merci infiniment. Je repasse en anglais, c'est peut-être plus simple pour moi.
Donc, je suis tentée de rejoindre ce débat franco-français, mais peut-être une autre fois, je suis d'accord avec Marc. Il n'y a pas vraiment de contradiction en termes de compréhension. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 dimensions qu'il faut privilégier. Effectivement, c'est vrai, il y a des individus qui prétendent se déradicaliser et qui tout simplement attendent. Ils attendent leur heure. Ils font semblant. Ils attendent le moment d'être prêts, d'être en position de repasser à l'attaque, de repasser à l'acte. Il y a des exemples bien connus. Mais je présenterai l'argument suivant. L'approche allemande, mais d'autres approches également d'autres pays, se fait sur une base volontaire. Les personnes se portent volontaires pour participer au programme. Mais les gens dont vous parlez, je ne pense pas qu'ils rejoindraient ce type de programme de désengagement. Je ne pense pas que de leur propre gré, ils viendront participer à ce genre d'atelier. Voilà, ils vont peut-être avoir une conversation, puis ensuite prétendre non, non, mais c'est bon, je suis déjà désengagé, j'ai plus besoin de vous. Alors peut-être que c'est là une exception, mais je ne pense pas qu'ils participeraient à ce type de projet, en tout cas pas en temps normal. Mais bien entendu, il n'y a pas de contradiction. Puis n'oublions pas les services de sécurité, les services de renseignement. Attention, ce monsieur-là, il a été actif pendant un certain temps, pourquoi il s'est arrêté tout d'un coup? La question est de savoir quelles sont les ressources dont on a besoin pour pouvoir assurer le suivi de ces personnes. La question est difficile. Et troisième aspect, la conquête des cœurs et des esprits. Eh bien, l'action publique en la matière, à mon avis, ce qu'il faut, c'est un narratif utile. Il faut pouvoir être attrayant, il faut pouvoir attirer les gens à notre modèle sociétal. Parce que les organisations extrémistes et les gens qui veulent les quitter, on peut leur filer un coup de main en leur disant « Ok, on peut vous donner un coup de main, mais en échange, il faut que vous croyiez à mon histoire, mon historique, mon narratif. » Et les convaincre que notre narratif, notre version des choses à nous est meilleure que la leur, que celle qu'ils quittent. Et pour l'instant, on n'a pas la solution. Et donc, en Europe, il y a énormément de gens qui ne sont pas violents, mais qui ne croient pas à notre narratif. Donc, à nous de raconter une histoire plus convaincante. Le fait est que plus personne ne croit à cette histoire. Et ces personnes qui se sentent négligées, comment peuvent-elles justement se sentir partie prenante et en prise avec ce narratif, cette histoire? Merci. Ali Al-Nouaimi, c'est à vous. Yes. You see, when it comes to you need a story, as Sophia mentioned. I believe. Oui, effectivement, comme Sophia Kohler l'a bien dit, on a besoin d'un narratif, d'un récit convaincant. Et vous avez les leaders, notamment les chefs de file religieux de la communauté musulmane, qui sont en pointe, qui sollicitent, qui mobilisent leur communauté respective. Il faut bien comprendre que ces individus extrémistes et radicalisés, ils ont un récit, un historique qui se fonde sur le Coran, sur la parole du prophète. Et ils utilisent ce rationnel pour promouvoir leur idéologie, pour lever des fonds, etc., pour obtenir des soutiens. Et vous avez affaire à des chefs de file religieux parmi ces communautés. À nous de les solliciter, de les mobiliser pour mettre en place un plan d'action qui soit exhaustif, qui soit cohérent, qui soit coordonné. C'est un modèle important. Moi, dès le début de la pandémie et la mise en place des confinements, on s'est rendu compte de cette détermination politique. Les chefs de file religieux sont prêts, sont partants pour prendre à bras le corps et pour être en pointe de leur communauté religieuse. Donc, l'État islamique et les autres organisations terroristes ont pu effectivement connaître une défaite sur le terrain, que ce soit en Irak ou dans d'autres pays, mais en ligne, ils restent vivants et bien vivants.
Voyez ce qui se passe dans le nord de l'Afghanistan. Voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans la bande subsaharienne. L'État islamique gagne du terrain au quotidien. Ils ont une véritable stratégie de conquête. Donc oui, on a réussi à détruire leur infrastructure en Syrie, en Irak. On pense avoir gagné la guerre, mais absolument pas. C'est une bataille au long cours. Ils n'en ont pas fini. Chers amis européens, ne pensez pas être en sécurité. L'État islamique est une menace qui perdure. Pour nous comme pour vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Thomas Renard. Oui, merci. Oui, je vais développer un nouveau point très brièvement. Donc, d'abord, évidemment, le panel ici nous invitait à nous pencher sur les questions de déradicalisation et de désengagement. Et donc, on peut évidemment, ou on doit évidemment remettre ça dans une perspective plus large, ce que j'avais tenté de faire déjà un petit peu dans ma présentation, mais donc en ne considérant pas le désengagement et les politiques de désengagement comme étant la panacée. Évidemment, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large où on a tenté d'occuper beaucoup plus l'espace, d'être beaucoup plus attentif dans la détection précoce des signes de radicalisation, en ayant aussi du renseignement plus agressif quelque part, plus disruptif, on dirait en franglais. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'est développé ces dernières années qui, je pense, est tout à fait intéressant et qui va bien au-delà de cette question de désengagement, même si je reste persuadé que ces programmes de désengagement étaient nécessaires, puisque rappelons-nous quand même qu'il y a 10 ans, dans la plupart des pays européens et occidentaux, la lutte contre le terrorisme s'arrêtait à partir du moment où la personne était condamnée, elle était envoyée en prison, et puis en gros, il ne se passait plus grand-chose au niveau de l'observation dans les prisons. Et donc là, je pense qu'on a beaucoup appris et pas mal de choses se sont faites. Alors aussi, je rejoindrai, je pense que l'analyse d'Hugo Micheron est très intéressante. Et je pense qu'il a raison en disant que l'on doit se préoccuper quelque part de ce qu'ils disent, de leur stratégie, de leur discours. Mais quelque part, moi, je suis aussi tout à fait attentif et tout à fait inquiet de notre propre discours et de notre propre analyse. Donc, ce n'est pas seulement à propos de ce que eux pensent et font, mais c'est aussi à propos de ce que nous pensons et faisons durant cette phase de déclin de la menace. Et donc, comment est-ce que nous allons aborder cette menace qui persiste et qui va persister pendant très longtemps, mais à un niveau moindre que ce qu'on a pu connaître en 2015-2016, une menace qui se diversifie aussi avec la montée d'autres formes d'extrémisme, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà connu, notamment à la fin des années 2000, que le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, appelait City Fatigue, donc une forme de fatigue de l'antiterrorisme. On se tourne vers de nouvelles priorités, etc. Or, ces dernières années, on a appris énormément de choses. On a développé de bonnes pratiques, on a développé une expertise qui parfois est institutionnelle, souvent est plutôt personnelle, humaine. Et comment est-ce qu'on va réussir à pérenniser tout ça? Moi, c'est vraiment, je pense, une des questions fondamentales qu'on doit se poser. Et puis finalement, sur le désengagement, pour terminer par là, sur le désengagement au niveau individuel, alors certes, un certain nombre d'individus ne pourront jamais être désengagés, ne seront jamais déradicalisés et resteront toujours fidèles à une idéologie, à une mouvance. Ce qu'il importe finalement, c'est de réduire le groupe d'individus qui pose un danger à la société, c'est de réduire ce groupe au maximum. Et donc, c'est de faire en sorte de donner un maximum d'opportunités aux individus qui veulent sortir de la violence, c'est de faciliter cette sortie, de leur donner les outils. Et quelque part, si on regarde en arrière dans l'histoire du terrorisme islamisme et dans d'autres formes de terrorisme, on voit quand même qu'une grande majorité d'individus, volontairement, involontairement, dans différentes formes de contextes,
vont sortir d'eux-mêmes du terrorisme, de la violence politique, aider, pas aider, finalement. Ça pose des questions aussi, mais finalement, ça semble pas forcément toujours être le point déterminant. Donc finalement, le soutien pour le terrorisme, de manière générale, a tendance à diminuer, avec néanmoins un certain nombre d'individus qui deviennent des professionnels du terrorisme, qui font carrière dans le terrorisme. Et ce sont sur ces individus-là, évidemment, que les services de sécurité doivent se focaliser. Ce sont les fils rouges entre ces différentes vagues, entre ces différentes générations de terrorisme. Ce qu'il importe à nouveau, c'est de faire en sorte que ces individus qui sont ces fils rouges soient le moins nombreux possible. Et c'est d'essayer de travailler sur le contexte plus large pour ne pas justement leur donner l'opportunité de pouvoir remobiliser malgré leur volonté, malgré leur idéologie, de ne pas leur donner, de ne pas laisser remonter le contexte dans lequel ils pourraient redevenir des éléments influents, des influenceurs, des recruteurs. Et je terminerai simplement en prenant un exemple parmi d'autres, mais en Belgique, on a quelqu'un qui avait été condamné dans un contexte terroriste d'extrême gauche dans les années 80 et qui a fait de longues années en prison. Et quand il est sorti, il était toujours extrêmement radicalisé. Il n'a jamais abandonné la lutte, il est sorti le poing levé. Mais aujourd'hui, son discours n'a plus beaucoup d'attrait. Et donc, il n'arrive pas à mobiliser derrière lui un groupe de soutien pour la violence d'extrême gauche. Donc, c'est ça aussi qu'il est important de garder à l'esprit. Hugo Micheron. Merci pour ces questions et pour le tour très enrichissant. Je pense qu'on est d'accord sur au moins un point, qui est l'importance du nombre. Et de ce point de vue-là, on est désaccord sur un point, c'est ce que représente la réalité du djihadisme. C'est-à-dire que simple, entre les années 90, où on a quelques dizaines d'Européens impliqués dans les différentes filières, bosniaques, tchétchènes ou en Algérie, et les années 2015, le milieu des années 2010, où on a 6000 Européens impliqués dans les filières syriennes uniquement, on a multiplié le phénomène par quasiment 100. En France aujourd'hui, en 2021, il y a 8000, comme le rappelait Marc Ecker, 8000 individus dont les fiches sont actives sur ces questions-là. 8000. Donc, on avait 2000 Français impliqués sous Daesh en 2015, on a désormais 8000 qui sont. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous terroristes, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous passer à l'action. Mais on a 8000 qui clignotent en rouge sur le radar des autorités françaises. On parle de la France uniquement. Pour moi, ce changement de nombre sur 20 ans, il y a peu de phénomènes de cette importance politique qui se sont axés autant sur les 2 dernières décennies. Peut-être qu'en termes d'enjeux, si vous voulez, un phénomène d'ampleur comparable pour le monde, il y aurait le réchauffement climatique. Mais la différence, c'est que pour le réchauffement climatique, on a les rapports du GIEC. Sur le djihadisme, on a assez peu encore posé le diagnostic de ce qui se passe. Et ce changement d'échelle que j'évoque en termes de nombre, pour moi, implique un changement dans la nature du phénomène. Et l'approche qu'évoquait à l'instant Thomas Renard me semble satisfaisante si on était dans les années 90 et qu'on devait gérer quelques dizaines de cas, mais pas une centaine de militants, des centaines de militants et un réservoir qui reçoit leurs idées et qui entend ce qui se dit, qui est de l'ordre de plusieurs milliers. Pour reprendre les éléments qu'évoquait Marc Ecker, je suis d'accord sur les 80 que j'ai rencontrés, il n'y en avait que 10 qui étaient vraiment des idéologues endurcis. Et je vous remercie d'avoir aussi bien lu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en avait 70 qui étaient des petits soldats qui étaient manipulés. De ces individus-là, moi j'ai l'impression qu'il y en avait à peine une poignée. Et entre les deux, il y a des individus qui eux-mêmes disaient qu'ils avaient les valeurs du djihadisme. Et qu'ils opposaient à quoi? À la question qui vient de nous être posée, qu'ils opposaient aux valeurs françaises, aux valeurs de la démocratie. Et c'est ça l'ambiguïté ici, qui permet au djihadisme de s'étendre. Et en prison, leurs idées trouvent également un écho, bien au-delà des sphères djihadistes, auprès d'un certain nombre de détenus de droit commun. Et donc, si vous voulez, pour moi, le phénomène non seulement n'est pas derrière nous,
mais il a même plutôt tendance, dans sa version en fait idéologique, à être en expansion. Et ce que je veux dire, c'est qu'on fait une erreur en pensant que parce qu'il y a moins d'attentats ou parce que les attentats sont moins importants, que le djihadisme est sur le déclin en Europe. Je pense au contraire qu'il y a un appel d'air qui est favorisé par un contexte politique qui est très délicat autour de ce sujet, je vous l'accorde, Thomas Renard, mais je pense aussi que la question politique est aussi délicate parce que pendant 20 ou 30 ans, on n'a pas bien pris la mesure du phénomène. Et c'est là où je pense qu'on est en train de reproduire ces erreurs, de minimiser ce qui est en fait le djihadisme entre deux attentats et de minimiser le djihadisme en phase de faiblesse parce qu'il n'arrête pas d'agir. Il agit juste différemment, de façon moins visible et de façon désengagée, si vous voulez, dans le sens où ils ne vont pas passer à l'acte, mais ils vont recréer les réseaux qui leur permettent de passer de quelques centaines d'individus fin des années 2000 à plusieurs milliers, milieu des années 2010. Et ça, si les tendances continuent, si vous voulez, on ne gérera pas quelques milliers, mais quelques dizaines de milliers d'individus. Et là, l'enjeu sera très, très délicat à gérer. Je termine juste sur un tout petit point qui me semble très important et qui rejoint la question qui nous a été posée. C'est que l'erreur aussi qu'on fait très souvent, c'est de considérer que le djihadisme est un problème sécuritaire. Moi, je considère que le terrorisme est un problème sécuritaire, mais que le djihadisme est un problème politique et un problème qui est posé à toute la société. Et là-dessus, il faut bien mentionner que la société civile surresponsabilise l'État en disant que les services de l'État doivent gérer un problème qui est sécuritaire, ne comprenant pas que c'est à la société civile de s'engager pour comprendre ce qui produit du djihadisme, notamment sur le champ religieux et notamment sur le champ d'un certain nombre de quartiers où les handicaps socio-économiques s'accumulent. Et donc, moi, je pense que si les services de l'État doivent gérer un problème sécuritaire qui augmente, on n'est pas sorti de l'auberge. Si 65 millions de citoyens en France, plusieurs millions en Belgique et 80 millions en Allemagne se saisissent de ce sujet-là, alors, effectivement, le djihadisme, qui est un phénomène extrêmement minoritaire au sein de l'islam, ne devrait pas résister bien longtemps. Merci Hugo Micheron. Pour terminer cette table ronde, justement, il nous reste encore à peu près, allez, on va dire une dizaine de minutes. Je voulais justement reprendre ce que vous venez de dire, Hugo Micheron, sur finalement cette contextualisation sociale, celle de certains quartiers, qui est quelque chose qui me semble de plus en plus tabou, pour employer un mot à la mode, difficile à expliquer. Un certain nombre de pouvoirs politiques ont même dit qu'il s'agissait d'excuser le djihadisme. Alors, je vais y revenir en deux temps. La première question sera pour Thomas Renard. Quand vous parliez tout à l'heure d'une détection précoce, et on suppose, à vous écouter tous, que cette détection s'est améliorée, que les outils de détection sont améliorés. Mais que se passe-t-il une fois que cette détection a été opérée sur un individu, plusieurs individus, un groupe d'individus? Quelle est la méthode employée en Belgique une fois justement que ce travail d'approche, en quelque sorte, a été effectué? Oui, je vais vous présenter très brièvement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé à l'échelon local dans le cadre des premiers départs pour la Syrie en 2012-2013, où les communes sont confrontées à quelque chose de tout à fait neuf et on saisit très rapidement l'ampleur de la problématique. Et les premiers individus semblent tous venir un peu des mêmes quartiers. Et donc, on décide d'abord de nommer un référent au niveau de la municipalité pour se rendre justement dans ces quartiers, pour aller discuter avec les familles, parce que finalement, les familles aussi, à ce moment-là, cherchent du soutien. Elles s'interrogent elles-mêmes sur le départ de leurs enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on a mis en place, si vous voulez, des cellules locales en charge de ce qu'on appelle la prévention de la radicalisation, qui vont très vite s'inspirer des modèles néerlandais, danois et britanniques, notamment, qui existent depuis le milieu des années 2000. Et donc, on a maintenant en Belgique aujourd'hui, dans la plupart des communes qui sont directement, ou qui ont été, ou qui sont toujours confrontées à la problématique de la radicalisation, des équipes, alors parfois c'est une personne, parfois ce sont des équipes de 2, 3, 4, 5 personnes, spécialisées vraiment sur les questions de radicalisation, essentiellement de type religieux, islamiste, et qui justement essayent d'être à l'écoute.
Hein, donc, ce ne sont pas des services de renseignement, ce sont des gens qui, la plupart du temps, ont une formation de conseiller social, de médiateur social, etc. Et donc, ils sont à l'écoute de ce que disent les écoles, les clubs de sport, les agents de quartier, les citoyens, simplement. Et puis, ces dossiers, on est à l'écoute, et puis ces dossiers, ils sont mis sur la table dans des tables rondes multi-institutionnelles où il y a justement des représentants de différents services de la municipalité. Et on va discuter ces cas individuels. On va dire, voilà, on a l'école qui nous a parlé de tel cas problématique dans telle classe, etc., etc. Et si jamais on estime que c'est un cas social, on va le traiter comme un cas social, notamment à travers les services de la commune. Si l'on estime que c'est un cas potentiellement de radicalisation avec un risque de violence, éventuellement, on va transférer le dossier vers la table ronde que je disais parallèle, la table ronde sécuritaire, dans laquelle se réunissent donc les services de police, de renseignement, le parquet, qui vont avoir la même approche, c'est-à-dire on va discuter de ce cas particulier, on va essayer d'avoir un maximum d'éléments d'information autour de ce cas, et on va décider d'une approche, qui peut être une approche sécuritaire, ou alors on va faire redescendre si on estime qu'une fois qu'on a mis les éléments des services de renseignement auxquels n'ont pas accès les agents sociaux préventifs, on dit non, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt quelque chose, il n'y a pas d'éléments de contexte qui permettent de prédire une radicalisation de type violent, un passage à l'acte, etc. Et donc, on repasse dans le mode social. Si jamais on estime qu'effectivement, il y a besoin d'une approche sécuritaire, on peut le faire. Et si jamais on estime qu'il y a un vrai risque imminent, on a encore une troisième plateforme qui existe, qui est vraiment une plateforme d'échange d'informations en temps réel entre les services judiciaires et les services de renseignement, et qui permettent vraiment presque de mettre tout sur la table en même temps, si c'est quelque chose qui est vraiment apparu suite aux attentats de Bruxelles de mars 2016. Donc, on a vraiment en Belgique quelque chose qui, me semble-t-il, est assez unique. C'est vraiment cette possibilité de mettre tous les éléments à un moment donné des différents services. Et comme je le disais, on a peu de services, c'est un avantage à ce niveau-là. Tous les éléments sur la table pour vraiment faire face à une menace imminente à ce moment-là. Mais donc, voilà, très brièvement, si vous voulez, les différentes plateformes, les différents outils qui existent. Il y en a d'autres. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne, avec un système de paliers qui permettent de faire remonter un dossier ou de le faire redescendre en fonction des éléments de contexte qui sont disponibles à un moment donné par les différents services. Docteur Al-Nouhaimi, tout à l'heure, dans sa précédente intervention, Thomas Renard parlait des opportunités qu'il était possible de présenter à ceux qui voulaient se sortir de la violence. Un peu comme si finalement, quand on est sous l'emprise de la drogue, on essaye de chercher une issue, une sorte de désintoxication. La question que je vous pose est la suivante. Comment suivre cette voie alors qu'on sait qu'un certain nombre d'individus qui sont passés au djihadisme conçoivent, notamment quand ils ont grandi en milieu européen, conçoivent le djihadisme comme une forme, je mets beaucoup de guillemets, mais c'est un peu comme ça qu'ils le formulent, comme une sorte de rédemption par rapport à la vie qu'ils ont connue précédemment. Comment suivre le conseil de Thomas Renard sur des opportunités de désengagement à fournir à ces personnes-là, lorsque précisément leur engagement djihadiste est quelque chose de totalement volontaire et de conditionné par ce qu'ils considèrent comme étant une vie finalement lamentable, celle qui aurait précédé le djihadisme. Well, you see, the best model that I saw in this regard actually is the one that implemented in Singapore, where it's not the responsibility or a counselor to make the judgment, but actually they engage the family of the person, his relative, community leaders, religious leaders, public figures in a long-term process, to make sure that this person is serious, and also to make the community accept that person. Sometimes, we might find a person who is really willing to leave, radicalization and his history, but he feels that his community is not accepting him with a new person. So this is where you have to engage his family, his relatives, community leaders, religious leaders, public figures within that community, to encourage him, take him gradually
in the integration with his family and with the local community. Because if his community didn't accept him, I assure you he will go back again. So it's not the role of the state or the role of the municipality. It's also the role of the family, the community leaders, his relative, religious leaders, public figure within that community, that they should be, participating and engaging in this process. Merci. Quelqu'un veut-il... Pardon, des parties prenantes engagées dans ce processus. C'est la famille qui doit être engagée dans ce processus. À vous d'en décider, de la présence et de l'intervention de chefs religieux dans cette démarche, qu'elle soit celle du désengagement ou celle de la déradicalisation, peu importe. Qui souhaiterait répondre à cette question? Sophia Koller, peut-être, oui? Yes, I would like to react, but, Je voudrais réagir d'un autre point de vue parce qu'on parle de Dr Ali a dit il, où est la majorité dont on parle, ce sont des hommes extrémistes, mais il y a peu de femmes, mais c'est dans le cadre de mes responsabilités aussi de souligner le rôle des femmes dans l'extrémisme, parce que les femmes sont doublement stigmatisées, parce que l'entrée de l'extrémisme, c'est vraiment un point, une voie sans issue, mais revenir de l'extrémisme, ça porte une stigmatisation. Et pour continuer sur ce qu'a dit Hugo Micheron, nous sommes très au début de la façon dont les femmes intègrent l'extrémisme et en ressortent, parce que c'est à quel point c'est différent et semblable à ce que suivent les hommes. Qu'est-ce que ça signifie pour les services de renseignement ou les services de sécurité? Il faudra mettre l'accent là-dessus. Et il y a une expérience aussi, on sait ce qu'il en est des hommes, mais on ne sait pas si ça fonctionne avec les femmes. Et le groupe cible, maintenant, ce sont les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont ciblées. Ce n'est plus les jeunes garçons. Alors, quel sera le prochain groupe cible et quels seront les liens entre les connexions en ligne et les connexions hors ligne? Et donc, c'est ce que je voulais souligner dans cette table ronde, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Alors, ça va être un petit peu compliqué. J'avais juste une dernière question qui nous est posée par un journaliste, Harold Reimann, et qui demande, mais vous allez voir peut-être qu'elle n'est pas si étrangère à votre propos, c'est une question que je poserai à Mark Hecker, à propos des imams qui servent parfois d'intermédiaires, qui sont censés finalement, dans l'esprit de certains, représenter une forme, pour ce qui concerne la France, d'un islam de France. Est-ce que, nous pose Harold Reimann la question, est-ce que ces imams sont absolument, j'allais dire, valides quant à leurs convictions démocratiques et sont-ils, nous demande-t-il, menacés par les djihadistes pour justement ce travail de médiation qu'ils entreprennent parfois? Alors, la réponse est oui, ils sont menacés, et parce qu'ils sont vus comme des imams bleu, blanc, rouge, comme des personnes collaborant avec l'État. L'autre point, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir un discours crédible auprès de personnes déjà radicalisées, sachant qu'ils sont identifiés comme des imams collaborant avec l'État? On peut répondre de manière rapide non, mais en fait, ça va s'appliquer là encore aux idéologues, aux personnes convaincues qui ne vont pas vouloir discuter de ces questions, avec une proportion d'un public qui est plus bas dans le spectre de la menace et peut-être plus ouvert et plus apte à terme à être désengagé. Un discours peut porter. Après, ça dépend là encore des individus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'aumôniers, d'imams qui sont engagés sur ces questions en France, efficace sur un certain nombre d'individus. Pour d'autres, ça va être totalement hermétique comme discours.
Donc là encore, il s'agit de voir un peu les choses au cas par cas, mais on peut aussi effectivement adopter la logique d'Hugo avec ses idéologues contre les autres, qui seraient moins des idéologues. Et là, j'aurais un point de vue général peut-être pour résumer à donner, qui est qu'il faut considérer le désengagement et ses programmes comme un outil parmi d'autres dans tout l'écosystème de lutte. C'est-à-dire que c'est aussi le renseignement, c'est aussi la justice, c'est aussi l'action de la société civile. La difficulté que va avoir l'État, parce que quand on parle de programme, et là on parle d'action publique de l'État, c'est comment l'État peut-il déclencher une mobilisation de la société civile, surtout de certaines de ces communautés. Et il y a eu des tentatives avec la Fondation de l'Islam de France et autres, et c'est de loin pas la première tentative en France. Pour le moment, on ne peut pas dire que ces tentatives soient franchement concluantes. Donc la question, c'est si on prend la grille de lecture d'Hugo, et peut-être que je peux lui poser cette question-là, je ne veux pas prendre votre place, M. Rybinski, mais si on prend la perspective d'Hugo, quelles recommandations on en tire en termes de politique publique? Hugo Micheron. Merci pour cette question. Alors, la façon dont je vois les choses, effectivement, ce n'est pas d'opposer un programme contre une autre approche, etc. D'ailleurs, ce n'est pas mon rôle en tant que chercheur. Je pense que je suis plus utile à la collectivité à essayer de documenter et de participer au diagnostic collectif sur le sujet. Ce qui me semble important de comprendre, c'est pas donc d'insister particulièrement sur les idéologues et de les opposer à du tout venant ou à des petits soldats. Ce qui me semble important, c'est de comprendre les dynamiques même de ce qu'on essaye de la matière sur laquelle on essaye d'agir. Sophia Kohler a mentionné à juste titre le manque de femmes dans ce panel, et je tiens d'ailleurs à souligner le travail exceptionnel de Géraldine Cazut sur l'engagement djihadisme féminin. Et je crois que la question du djihadisme féminin, par exemple, est l'exemple typique de ce qu'on est en train de rater collectivement. Parce qu'il n'y avait pas, en tant que tel, de djihadisme féminin il y a 20 ans. Il y avait des femmes qui participaient de programmes, mais sur des nombres extrêmement réduits, de façon extrêmement marginale. Or, depuis l'apparition de Daesh, on a des femmes européennes qui, par centaines, se sont engagées dans le djihadisme. Et désormais, ça change tout, si vous voulez, la dynamique du mouvement, puisque ça veut dire que cette idéologie, désormais, se pense à l'échelle de l'unité familiale, que des enfants vont grandir avec pour éducation un certain nombre de valeurs qui sont rattachées à l'idéologie djihadiste. Et donc, on a un enjeu qui ne se pense plus du tout dans les mêmes termes et qui, de façon claire, se pense à l'échelle déjà de petits groupes ou de sous-groupes qu'est l'unité familiale et pas seulement de l'individu. Donc, vous voyez, ces questions-là, si à un moment donné, on ne prend pas un pas de recul et qu'on ne cherche pas à les penser, on peut multiplier les entretiens avec les femmes, mais on va rater leur rôle réel dans la structuration du mouvement en Europe. Donc moi, ce que je pense en termes de politique publique, et je vais prêcher pour ma paroisse, c'est que je constate qu'on est en retard dans la production de connaissances. Et donc, on multiplie ça. Ce qu'on sait très bien faire, c'est l'État qui prend des décisions top-down, où on multiplie comme ça les approches pyramidales. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, il faut que des gens se saisissent de cet enjeu, en comprennent l'importance, et que ce soit des groupes de la société civile qui se mobilisent à travers l'outil de la citoyenneté, mais aussi plus d'individus, davantage, qui s'intéressent aux causes et qui vont chercher à documenter ce phénomène, parce qu'encore une fois, je considère que le diagnostic qu'on tente collectivement de poser est encore très, très loin d'être définitif. Et ça, ce n'est pas possible sans un effort un peu national, et donc de souligner l'importance. Et selon moi, si on multiplie les déclarations en disant que le désengagement et la déradicalisation et ce qui est fait par un certain nombre de groupes que je salue par ailleurs, est la solution, alors on décourage un certain nombre d'individus qui, eux, seraient intéressés à comprendre un peu mieux le phénomène. Et donc, je pense qu'effectivement, tant qu'on dit que c'est une des palettes au milieu de 100 autres, pas de problème, mais pour l'instant, on a quand même plutôt tendance à dire que c'est une palette et qu'on n'a pas les 99 autres. Et ça, c'est ma remarque générale. Merci beaucoup. Merci Hugo Micheron. Merci à toutes et à tous. On est malheureusement obligé de conclure. Je retiens de ce que vous avez dit en dernier lieu, toutes et tous, c'est cette nécessité d'implication de la société civile et qui vraisemblablement, bien évidemment à mon sens, ne concerne pas que ceux qui seraient musulmans ou d'origine arabe ou arabo-musulmane, ce qui contribuerait à stigmatiser d'une certaine façon, comme le souhaitent certaines forces politiques en France, certaines catégories de la population. Merci infiniment à toutes et à tous encore une fois et je redonne la parole à David Khalfa.